Janvier 1991. Le désert irakien est encore plongé dans l'obscurité d'avant l'aube. À des centaines de kilomètres de là, sur la base aérienne de Dhahran en Arabie Saoudite, des silhouettes sombres alignées sur le tarmac attendent en silence. Les techniciens se déplacent autour des appareils sans un mot, leurs lampes torches traçant des arcs de lumière jaune dans la nuit froide. Les moteurs commencent à rugir un son grave, presque instinctif, qui fait vibrer l'air lourd et chargé de sable. Ces avions ne ressemblent à rien de familier. Leurs ailes sont repliées vers l'arrière, plaquées contre le fuselage, comme celles d'un rapace prêt à fondre sur sa proie. Leur silhouette est basse, compacte et menaçante. Ce sont des Panavia Tornado. Et cette nuit, ils vont disparaître dans l'obscurité de l'Irak pour frapper des cibles que leurs pilotes ne verront jamais dans la nuit noire. Dans les centres de commandement alliés, personne ne s'attendait à ce qu'ils aient un impact déterminant. Pendant des années, les États s'étaient plaints du fait que cet avion était coûteux, lourd et onéreux à entretenir. Certains analystes militaires affirmaient même qu'il représentait parfaitement les excès de la guerre froide, le produit d'un compromis politique entre trois nations incapables de s'accorder sur ce qu'elles voulaient réellement construire, un avion conçu par comité, disait-il. Une plateforme marquée par de nombreuses concessions. Et pourtant, dans la nuit de janvier 1991, les commandants alliés envoient en premier précisément ces avions, avant les chasseurs, avant les bombardiers stratégiques, avant presque tout le reste. Pourquoi ? Parce que le Tornado est capable de faire quelque chose que très peu d'appareils au monde peuvent accomplir à cette époque, voler dans l'obscurité totale, à très basse altitude, à grande vitesse, et larguer ses bombes avec une précision chirurgicale sur des pistes et des infrastructures protégées par l'une des défenses antiaériennes les plus denses du monde. Cette contradiction se trouve au cœur de l'histoire du Panavia Tornado. Un avion sous-estimé, critiqué, mal interprété, mais qui, le moment venu, a prouvé qu'il était l'un des instruments de frappe les plus destructeurs de l'aviation occidentale de la seconde moitié du XXe siècle. Pour comprendre comment cela a été possible, il faut remonter au début des années 60. L'Europe est alors au cœur de la guerre froide. Les armées de l'OTAN regardent vers l'Est avec une anxiété croissante. Les planificateurs militaires savent que si un conflit éclate, il sera violent, rapide, et que les aérodromes seront parmi les premières cibles de l'aviation soviétique. Les pistes d'atterrissage seront criblées de cratères, les bases seront paralysées. Il faudra donc des avions capables de décoller depuis des pistes courtes, endommagées, peu, être à moitié détruites, des avions qui n'auraient pas besoin de conditions parfaites pour opérer. En même temps, les stratèges alliés rêvent d'un appareil capable de pénétrer les défenses soviétiques, non pas en altitude, mais au ras du sol, là où les radars ennemis ont le plus de mal à détecter les cibles. Un avion qui volerait si vite et si bas que les systèmes de défense antiaérienne n'auraient pas le temps de réagir. Un fantôme supersonique rasant la Terre. Ce concept ambitieux donne naissance à un programme de coopération sans précédent dans l'histoire de l'aviation militaire européenne. Le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie décident de concevoir ensemble cet avion. En 1969, le consortium Panavia Aircraft GmbH est officiellement créé. 3 pays, 3 industries aéronautiques aux traditions différentes, 3 armées de l'air aux doctrines parfois contradictoires, et un seul objectif, construire l'avion de combat européen de la prochaine génération. Mais dès le départ, les tensions sont là. Les Britanniques veulent un intercepteur capable d'engager des avions ennemis à longue distance. Les Allemands privilégient un appareil d'attaque au sol, capable de frapper les colonnes blindées soviétiques qui déferleraient à travers la plaine d'Europe centrale. Les Italiens, eux, cherchent un avion polyvalent qui pourrait servir à la fois en interception et en frappe. Concilier ces 3 visions différentes dans un seul châssis relève presque de l'impossible. La solution qui émerge est audacieuse, presque brutale dans sa logique d'ingénierie. Une aile à géométrie variable, une aile qui peut changer de forme en vol. En position déployée, avec les ailes perpendiculaires au fuselage, l'avion bénéficie d'une portance maximale, ce qui lui permet de décoller et d'atterrir sur des pistes courtes. En position repliée, les ailes se rétractent vers l'arrière, réduisant la traînée aérodynamique et permettant à l'appareil d'atteindre des vitesses supersoniques en basse altitude. Ce n'est pas une technologie nouvelle, les Américains l'ont déjà exploré avec le F-111, mais l'appliquer à un avion européen de cette génération est un défi colossal. Les mécanismes de pivotement des ailes sont extraordinairement complexes. Chaque pivot doit supporter des contraintes mécaniques énormes, surtout lors des vols à basse altitude où les turbulences atmosphériques peuvent soumettre la cellule à des efforts brutaux et répétés. Les ingénieurs de British Aerospace, de MBB en Allemagne et d'Air Italia en Italie travaillent pendant des années pour perfectionner ce système. Les premières années d'essai révèlent des problèmes mécaniques, des vibrations inattendues, des contraintes sur la structure qui dépassent les calculs initiaux. Les critiques s'accumulent. Des voix s'élèvent au sein même des états-majors pour remettre en question l'ensemble du programme. Pourquoi construire un avion si complexe, si coûteux, si difficile à maintenir ? Certains préconisent d'acheter simplement davantage de F-111 américains
ou d'attendre la prochaine génération de chasseurs américains. Le Tornado est accusé d'être un compromis raté trop spécialisé pour être vraiment polyvalent et pas assez performant dans ses missions spécifiques pour justifier son coût astronomique. Mais ce que ses détracteurs ne comprennent pas encore, c'est que la véritable force du Tornado ne réside pas dans ses performances brutes. Elle réside dans la cohérence de sa conception avec une doctrine d'emploi très particulière et dans les systèmes électroniques qui commencent à équiper l'appareil au fil de son développement. Le prototype du Tornado effectue son premier vol en août 1974 à Manching, en Allemagne. L'appareil qui décolle ce jour-là porte déjà les grandes lignes de ce que sera l'avion de série, cette silhouette inimitable, avec ses ailes variables, son fuselage trapu, ses 2 réacteurs turbo-union RB100, 90-9 montés côte à côte. Ces moteurs sont eux-mêmes un produit de la coopération internationale développée par un consortium britannico-germano-italien et ils introduisent une caractéristique qui va se révéler cruciale, des inverseurs de poussée. En position d'atterrissage, le pilote peut inverser la direction des gaz d'échappement pour freiner l'appareil de manière spectaculaire. Sur une piste de 800 mètres, le Tornado peut s'arrêter là où d'autres avions de sa génération auraient besoin du double de distance. Cette capacité, qui semblait anecdotique à certains, est en réalité l'une des pierres angulaires de la doctrine d'emploi de l'appareil dans le contexte de la guerre froide européenne. La véritable transformation allait venir plus tard, avec l'intégration des systèmes avioniques. Car le Tornado n'est pas seulement un avion, c'est une plateforme d'attaque intégrée. Le poste de pilotage comporte 2 sièges en tandem. Le pilote aux commandes de vol et derrière lui, le navigateur officier système d'armes, qu'on appelle souvent par ses initiales WSO dans les armées anglophones. Ce navigateur gère un ensemble de systèmes sophistiqués qui pour l'époque sont d'une modernité remarquable. Un radar de suivi de terrain permet à l'appareil de voler automatiquement à très basse altitude, épousant les reliefs du sol dans l'obscurité, ou par mauvaise visibilité. Un système de navigation inertielle, couplé à des références au sol, permet de maintenir une précision de navigation exceptionnelle. Et progressivement, des systèmes de ciblage infrarouge et laser viennent compléter l'arsenal électronique. C'est cette combinaison vitesse en basse altitude, précision de navigation, capacité à opérer de nuit et par mauvais temps, qui fait du Tornado un outil unique. Là où d'autres avions de l'époque dépendent largement de bonnes conditions météorologiques ou de la visibilité diurne pour frapper avec précision, le Tornado peut opérer dans des conditions qui clouent d'autres appareils au sol. Les premières livraisons aux armées de l'air britanniques, allemandes et italiennes commencent en 1979 et 1980. Presque immédiatement, les pilotes qui prennent en main l'appareil sont frappés par 2 choses contradictoires. D'un côté, la complexité du cockpit, les instruments, les systèmes, les procédures est intimidante. Former un équipage complet au Tornado prend beaucoup plus de temps que pour un avion conventionnel. De l'autre, les performances en basse altitude sont stupéfiantes. Les pilotes qui ont l'habitude d'autres appareils racontent que voler le Tornado à très basse vitesse relative au sol, à quelques dizaines de mètres de hauteur, en laissant le pilote automatique gérer le suivi de terrain, procure une sensation étrange, presque inconfortable de vitesse et de puissance brute. L'avion avale le paysage. Les arbres, les collines, les crêtes défilent à une allure qui laisse peu de place à l'erreur. Mais ce n'était que le début des problèmes. Car si les performances sont là, la fiabilité mécanique des premières versions laisse à désirer. Les réacteurs RB100 90-9, révolutionnaires sur le papier, se révèlent capricieux dans les premières années de service. Les mécanismes d'ailes variables nécessitent une maintenance intensive. Les coûts d'exploitation s'envolent, les états-majors grincent des dents. En Grande-Bretagne notamment, le Tornado fait l'objet de critiques parlementaires récurrentes sur son rapport coût-efficacité. Ce que personne n'avait prévu, c'est que la véritable réputation du Tornado allait être forgée, non pas dans les plaines d'Europe centrale que les planificateurs de l'OTAN avaient imaginé, mais dans le ciel du Moyen-Orient. En août 1990, lorsque l'Irak envahit le Koweït, la coalition internationale qui se constitue autour des États-Unis doit rapidement évaluer ses capacités de frappe. L'Irak de Saddam Hussein dispose d'un arsenal de défense antiaérienne considérable, l'un des plus denses au monde à l'époque. Des missiles solaires soviétiques, SA-2, SA-3, SA-6, des systèmes Roland français, des canons antiaériens en nombre massif. Les planificateurs alliés savent que pour désorganiser cette défense et paralyser les forces irakiennes, il faut d'abord détruire les pistes d'aviation, les dépôts de carburant, les centres de commandement. Et pour atteindre ces cibles protégées, il faut des avions capables de pénétrer à basse altitude, vite, de nuit. Le Tornado est l'outil parfait pour cette mission. L'armée de l'air britannique déploie ses appareils en Arabie Saoudite dans les semaines qui suivent l'invasion du Koweït. Les escadrons arrivent avec leurs équipages, leur matériel, leurs techniciens. Les préparatifs durent des mois, les missions sont planifiées dans le détail,
Les équipages étudient les cartes, les photos satellites, les profils de terrain. Ils se préparent à voler dans des conditions que la plupart n'ont jamais connues au combat. Dans la nuit du 16 au 17 janvier 1991, la guerre du Golfe commence. Et parmi les premières vagues d'avions qui pénètrent dans l'espace aérien irakien, il y a des Tornado Grunt britanniques. Leur mission, détruire les pistes des bases aériennes irakiennes avec des munitions spéciales anti-pistes, les bombes JP-2-133. Ces armes sont elles-mêmes le fruit d'une longue réflexion sur la guerre en Europe centrale. Le JP-233 est un conteneur largué à très basse altitude qui disperse deux types de sous-munitions, des charges creuses pour percer le béton des pistes et des mines à effet retardées pour compliquer les réparations. Les premières missions sont d'une intensité extraordinaire. Les équipages britanniques racontent des nuits où le ciel irakien ressemblait à un orage artificiel, des traçantes montant de toutes parts, des explosions d'obus de DCA qui illuminaient l'obscurité, des missiles solaires qui s'arrachaient du sol en laissant des traînées de feu. Voler le JP-233 signifiait passer directement au-dessus des défenses ennemies à très basse altitude, il n'y avait pas d'autre façon de larguer l'arme avec précision. C'était de l'aviation de combat dans sa forme la plus brutale et la plus risquée. Les pertes arrivent rapidement. Dans les premiers jours de la guerre, plusieurs tornados sont abattus. Certains équipages sont tués, d'autres sont capturés et apparaissent à la télévision irakienne, visiblement maltraités, dans ce qui constitue un moment douloureux pour les armées de l'air britanniques et italiennes. Ces pertes provoquent une onde de choc dans les états-majors alliés. Les questions reviennent, le Tornado était-il le bon outil ? La doctrine de pénétration à très basse altitude était-elle adaptée à la réalité du théâtre irakien ? La réponse des commandants alliés est pragmatique. Les missions JP-233 à très basse altitude sont progressivement réduites. Les tornados sont réorientés vers des profils d'attaque à altitude moyenne, utilisant des bombes guidées laser les paveway pour frapper avec précision sans exposer les équipages au feu de la DCA basse altitude. Cette adaptation rapide révèle une autre qualité du Tornado, sa flexibilité en tant que plateforme d'armes. La même cellule qui avait été conçue pour raser la Terre peut être reconfigurée pour opérer à plusieurs milliers de mètres d'altitude avec une précision millimétrique. L'adaptation est possible grâce au pod de désignation laser que les Tornados commencent à emporter, le TIALD, Thermal Imaging and Laser Designator, un système qui permet à l'officier système d'armes de distinguer les cibles au sol grâce à une caméra infrarouge, de verrouiller un faisceau laser sur elle et de guider les bombes paveway jusqu'à l'impact. Les images captées par ce système, retransmises au centre de commandement, révèlent une précision qui stupéfie même les planificateurs les plus optimistes. Des portes de hangar détruites, des ponts frappés avec une exactitude qui aurait été inimaginable avec des bombes conventionnelles, des centres de commandement désintégrés avec un minimum de dommages collatéraux. Au fil des semaines, le bilan opérationnel du Tornado dans la guerre du Golfe commence à dessiner un portrait beaucoup plus nuancé que celui des premières nuits dramatiques. Oui, il y a eu des pertes, oui, la doctrine initiale avait dû être révisée, mais l'appareil lui-même avait démontré une polyvalence et une efficacité que ses détracteurs n'avaient pas anticipées. Les équipages avaient volé par tous les temps, de nuit comme de jour, dans des conditions où d'autres appareils auraient eu du mal à maintenir leur précision. Le Tornado avait tenu ses promesses fondamentales, même si c'était pas toujours de la manière prévue. Des témoignages de pilotes ayant volé le Tornado pendant cette période brossent un portrait saisissant de ce qu'était l'expérience humaine derrière les statistiques militaires. Le squadron leader John Peters, capturé par les Irakiens après que son appareil eût été abattu lors d'une mission d'attaque, écrira plus tard sur la violence et la rapidité de ces instants, un missile qui frappe avant que les systèmes d'alerte aient eu le temps de réagir pleinement, l'éjection dans l'obscurité du désert. Son témoignage, comme celui d'autres équipages, rappelle que derrière chaque donnée technique se cachent des vies humaines soumises à une pression et à des risques que les chiffres ne peuvent pas totalement capturer. Mais la guerre du Golfe n'est que le premier acte de la vie opérationnelle mature du Tornado. Dans les années qui suivent, l'appareil continue d'évoluer. Les versions successives intègrent des systèmes de plus en plus sophistiqués. Le Tornado GR4 britannique, résultat d'un programme de mise à niveau complet dans les années 90, reçoit de nouveaux cockpits avec affichage tête haute amélioré, de nouveaux systèmes de navigation intégrant le GPS et surtout la capacité d'emporter une gamme d'armes guidées de précision en constante expansion. L'appareil va être engagé dans pratiquement chaque conflit majeur où la Grande-Bretagne est impliquée pendant 2 décennies. En 1999, lors de la campagne de l'OTAN au Kosovo, les Tornados britanniques volent des missions de frappe de précision contre les infrastructures serbes. En 2003, lors de l'invasion de l'Irak, ils sont à nouveau en première ligne. En 2011, lors de l'opération en Libye, ce sont des Tornado GR4 qui effectuent certaines des frappes les plus complexes de la campagne, parcourant parfois des milliers de kilomètres aller-retour depuis leur base britannique, pour frapper des cibles avec une précision millimétrique avant de rentrer. Et puis, il y a la Syrie.
À partir de 2015, lorsque la Grande-Bretagne décide d'étendre ses frappes contre l'organisation État islamique au territoire syrien, ce sont encore des Tornado qui mènent une partie des premières missions. Ces appareils, qui avaient effectué leur première mission de combat 25 ans plus tôt dans un autre désert du Moyen-Orient, se retrouvent maintenant équipés de missiles Brimstone à guidage radar, de bombes Paveway 4 guidées par GPS et laser, de pods de surveillance Raptor permettant de recueillir du renseignement en temps réel. L'avion de 1979 et celui de 2015 partagent la même cellule de base, mais les systèmes électroniques qui le remplissent appartiennent à des générations entièrement différentes. Cette longévité remarquable s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la robustesse fondamentale de la conception de base. La cellule du Tornado a été construite pour supporter les contraintes extrêmes du vol en basse altitude, des turbulences, des accélérations brutales, des contraintes structurelles répétées que d'autres avions n'auraient pas tolérées aussi longtemps. Cette solidité a permis aux ingénieurs de continuer à modifier et à améliorer l'avion sans que la structure de base ne pose de problèmes insurmontables. Ensuite, la modularité de la conception avionique. Le fait que le Tornado ait été conçu dès l'origine avec 2 membres d'équipage, un pilote et un navigateur officier système, a facilité l'intégration de systèmes de plus en plus complexes. Là où un pilote seul aurait été submergé par la gestion simultanée du vol et des systèmes d'armes de nouvelle génération, l'équipage en tandem permettait une répartition des tâches qui donnait au Tornado une longueur d'avance sur certains appareils monoplaces de sa génération dans les missions les plus complexes. Il faut aussi parler du côté allemand et italien de l'histoire du Tornado, qui est souvent éclipsé par le récit britannique, plus médiatisé. L'Allemagne de l'Ouest a utilisé le Tornado dans un rôle très différent comme vecteur potentiel d'armes nucléaires tactiques dans le cadre du partage nucléaire de l'OTAN. Cette mission, longtemps tenue secrète dans ses détails opérationnels, conférait aux escadrons Tornado allemands une responsabilité extraordinaire dans la dissuasion de la guerre froide. Des pilotes de la Luftwaffe s'entraînaient régulièrement à des profils de mission qui auraient pu les amener à larguer des bombes nucléaires américaines B-57 puis B-60, et sur des cibles en Europe de l'Est, dans le cas d'un conflit majeur, une responsabilité qui pesait différemment sur les épaules des équipages allemands, dont certains volaient vers des cibles situées dans ce qui était alors leur propre pays divisé. L'Italie, de son côté, a utilisé le Tornado Interdictor Strike dans un rôle d'attaque conventionnel et, à partir des années 90, a engagé ses appareils dans les Balkans lors des conflits en ex-Yougoslavie. Les équipages italiens ont accumulé une expérience opérationnelle considérable dans des théâtres d'opération qui mêlaient des règles d'engagement complexes à des conditions météorologiques difficiles au-dessus des reliefs montagneux des Balkans. La variante Tornado ADV, Air Defense Variant, mérite également une mention dans cette histoire. Conçue pour répondre aux besoins britanniques d'un intercepteur à longue portée capable de défendre l'espace aérien du nord de l'Atlantique contre les bombardiers soviétiques, cette version allongée du Tornado emportait le radar Fox Hunter et des missiles RR Sky Flash. L'ADV a souffert d'une réputation encore plus difficile que le Tornado d'attaque. Son radar Fox Hunter a connu des années de problèmes de développement, et l'appareil était généralement considéré comme inférieur à ce que les soviétiques lui auraient opposé dans un conflit réel. Pourtant, le Tornado ADV a servi fidèlement dans les escadrons britanniques jusqu'au début des années 2000, et une version a été exportée vers l'Arabie Saoudite, où elle a volé jusqu'en 2017. Ce que l'histoire complète du Tornado révèle, c'est que le vrai paradoxe de cet avion n'est pas simplement qu'il était sous-estimé et s'est révélé efficace. C'est quelque chose de plus subtil et de plus instructif. Le Tornado est un exemple de la manière dont un concept militaire peut être fondamentalement correct dans ses prémices, la nécessité d'une frappe de précision par tous les temps, à basse altitude, avec une empreinte radar réduite tout en étant difficile à réaliser dans les détails de sa mise en œuvre. Les premiers problèmes de fiabilité, les coûts élevés, la complexité de la formation des équipages, tout cela était réel et ne doit pas être minimisé. Mais ces problèmes étaient surmontables et ils ont été surmontés. Ce qui ne change pas aussi facilement, c'est la pertinence fondamentale d'un concept. Les planificateurs de l'OTAN des années 60 avaient vu juste, il fallait un avion capable de frapper vite, bas, loin, dans l'obscurité. Ils ne pouvaient pas prévoir que cet avion ne serait jamais utilisé dans les plaines d'Europe centrale pour lesquelles il avait été pensé, mais la doctrine qu'il incarnait, la frappe de précision dans des conditions difficiles, s'est révélée universellement applicable du désert irakien aux montagnes des Balkans, en passant par les vastes étendues de la Méditerranée. Il y a aussi une leçon plus large dans cette histoire sur la coopération internationale en matière d'armement. Le Tornado est souvent cité comme un exemple des difficultés de tels programmes, les compromis politiques, les délais, les surcoûts, et ces critiques sont justifiées. Mais ce même programme a également produit quelque chose que les nations participantes n'auraient probablement pas pu créer seules dans les mêmes délais,
une plateforme qui a servi 3 armées de l'air pendant plus de 40 ans, qui a été engagée dans des conflits sur 3 continents et qui a établi des bases industrielles et technologiques dans 3 pays qui ont bénéficié de retombées considérables pour leurs industries aéronautiques respectives. En 2019, la Royal Air Force retire officiellement le Tornado GR4 de son inventaire lors d'une cérémonie émouvante à la base de Marham. Les derniers appareils effectuent un survol final, leurs ailes variables déployées puis repliées dans un geste presque symbolique, comme si l'avion saluait une dernière fois avant de se retirer. Des pilotes qui avaient volé l'appareil pendant 20 ou 30 ans regardent depuis le sol, certains avec des larmes qui ne sont pas entièrement dues au vent froid de l'East Anglia. Ces hommes et ces femmes savent ce que l'avion avait représenté, non pas la perfection technique, mais quelque chose d'autre, peut être plus précieux. La fiabilité dans l'adversité, la capacité d'adaptation face à des circonstances changeantes et une présence constante dans les moments les plus difficiles de l'histoire militaire britannique de cette époque. L'Allemagne a retiré ses derniers Tornados du service actif en 2024, après plus de 4 décennies d'utilisation. L'Arabie Saoudite continue d'opérer ses propres appareils, bien que leur avenir à moyen terme soit incertain. L'Italie prévoit de maintenir ses Tornados en service quelques années encore, en attendant que les livraisons de son successeur, le F-35, atteignent un niveau suffisant pour couvrir toutes ses missions. Le successeur du Tornado dans la Royal Air Force est le F-35B Lightning II, un appareil qui représente un bond technologique d'une génération entière. Furtivité, avionique entièrement intégrée, système de fusion de données en temps réel, le F-35 est à l'aviation de combat, ce que le smartphone est à la téléphonie. Mais les pilotes qui ont volé les 2 appareils notent une différence fondamentale dans l'expérience humaine de pilotage. Le Tornado était un avion qu'on ressentait dans tout le corps. Les vibrations en basse altitude, la puissance brute des 2 réacteurs, la conscience physique de ce que la machine faisait. Le F-35, avec ses systèmes automatisés et son cockpit numérique, offre une interface différente, peut être plus efficace, certainement plus capable sur de nombreux plans, mais différente dans son rapport homme-machine. Ce n'est pas de la nostalgie pour la nostalgie, c'est la reconnaissance que chaque génération d'avions de combat incarne les compromis et les priorités de son époque. Le Tornado incarne des années 70 à 2010 une ère où la puissance brute, la fiabilité mécanique et la compétence humaine des équipages étaient les facteurs déterminants et où la technologie était un outil au service de ses capacités humaines plutôt qu'un substitut à elles. L'histoire du Panavia Tornado est finalement l'histoire d'un malentendu prolongé. Un avion que beaucoup n'avaient pas compris parce qu'ils l'évaluaient selon des critères qui n'étaient pas les siens. Un appareil dont les véritables qualités n'étaient pas visibles dans les comparaisons de vitesse maximale ou de maniabilité en combat aérien, mais dans sa capacité à faire quelque chose de précis, de discret et de décisif, là où, et quand cela comptait vraiment, la nuit du 16 janvier 1991, quand ces silhouettes aux ailes repliées ont disparu dans l'obscurité du désert, personne sur le tarmac de Dhahran ne savait avec certitude ce qui allait se passer. Les équipages savaient les risques, ils connaissaient les lacunes de leur appareil, mais ils connaissaient aussi ses forces. Et quand l'aube s'est levée sur l'Irak, cette nuit-là, les pistes de plusieurs bases aériennes irakiennes étaient criblées de cratères et les défenses qui auraient dû les protéger avaient été frappées avec une précision que leurs concepteurs n'auraient pu être pas osé promettre 20 ans plus tôt. C'est ça, l'héritage du Tornado. Pas la perfection, pas la simplicité, mais la capacité, forgée dans le compromis et perfectionnée dans l'adversité, de frapper sans avertissement, dans l'obscurité, là où personne ne vous attend